dans le lancement de cette conférence, on a tenu à mettre l'accent sur l'importance de l'effort de mutualisation entre les universités. Et souvent, il m'arrive d'être questionné sur ce qu'on fait. Mais pourquoi Quisqueya? Pourquoi toujours Quisqueya en avant? C'est vrai, nous avons un défaut congénital. Nous sommes malheureusement une université privée, mais je souligne à but non lucratif et qui n'appartient à personne, ni à une entité, ni à un groupe de personnes, ni à un individu. Donc, nous concevons notre travail comme étant vraiment un travail de service à la communauté, et dans le cadre duquel nous ne nous préoccupons pas seulement de délivrer des diplômes, de transmettre des savoirs, mais aussi de nous impliquer dans les débats, dans les grands débats de la société et de mobiliser notre expertise, notre bonne volonté, notre générosité à la recherche de solutions communes pour cet Haïti que nous chérissons tous. Donc, tu as fait une bonne synthèse, Père Voltaire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais mettre l'accent sur quelques éléments de sens, si je peux dire, et qui peut-être doivent nous projeter un peu dans la direction des choses à faire en termes de suivi. Et on m'a interrogé sur l'idée de pourquoi une conférence internationale sur l'insécurité. D'abord, pourquoi pas sur la sécurité? Tout court, comme s'interroge de manière très juste Jean-Louis Victor, qui, dans son exposé que j'aime beaucoup, articule ce dernier à partir d'une approche systémique dans laquelle il fait intervenir la notion de dualité des systèmes. Insécurité versus sécurité. Pauvreté versus richesse. Déboisement versus reboisement. Et une approche qui semble favoriser une vision pessimiste et sans ambition, et qui t'a privilégié la notion de évitons le pire par opposition à une notion de inventer le meilleur, ce qui a pour conséquence d'influencer nos approches, qui sont en termes de politique publique et qui sont aussi en termes de mode de gouvernance. Et bien, la réponse, en fait, j'en ai vu pour tout le monde, c'est que nous parlons de la même chose. Il s'agit d'une médaille à deux faces. Mais je fais une confession. Le titre initial de cette conférence était Conférence internationale sur la sécurité en Haïti. Des échanges dans le cadre du comité d'organisation avec d'autres partenaires dans le monde des affaires, dans la société civile, avec les organismes de défense des droits humains. Au fil de ces échanges, nous avons décidé de mettre le focus sur ce côté cible de la médaille pour exprimer, disons, notre réceptivité vis-à-vis de ce qui fait souffrir tout le monde, toute une nation, ce qui détruit notre économie, ce qui tend à dissoudre le lien social, qui décourage la solidarité et qui augmente la méfiance de chacun vis-à-vis. On voulait aussi en même temps, ce faisant, de tomber dans la tentation et aussi dans la prétention de penser que notre travail pourrait se finaliser par un document du genre politique nationale de sécurité publique ou plan national de sécurité publique. Non, on n'a pas voulu faire ça pour ne pas risquer de tomber dans le même destin que les nombreux plans qui ont été écrits déjà ont connu. Plan stratégique de la police nationale d'Haïti, plan de réforme des forces armées d'Haïti, plan national d'éducation, plan stratégique de la santé. Vous connaissez tous, mes amis, le destin de ces plans, aller demander aux responsables respectifs des pouvoirs publics ce qu'il en est de ces plans-là. Donc, on n'a pas voulu faire un plan. Donc, une conférence sur l'insécurité, mais pourquoi internationale? Pourquoi une conférence internationale? Bien, ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai. Haïti a toujours été au cœur de la scène internationale. D'abord, depuis votre naissance, parce que vous êtes apparu sur le monde par effraction, et vous êtes mis en contravention avec l'ordre mondial. Et depuis lors, nos turbulences internes et leurs effets sur le voisin, par exemple la pression migratoire, ont pris le relais. Donc, on s'impose comme un problème à résoudre pour tout le monde, pour nos voisins. Le problème haïtien est donc déjà, mes amis, sur la scène internationale. La preuve, plusieurs preuves.
5 réunions ministérielles des Affaires étrangères en moins de 2 ans sur les dossiers d'Haïti. Plusieurs résolutions, je n'ai pas eu le temps de les compter, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans compter les efforts bilatéraux des différents pays qui nous aident sur cette question-là, sans compter les initiatives de la CARICOM, de l'OEA, et plus récemment de l'effort de la CARICOM pour toute la réunion de Kenson. Il fallait donc aller chercher à comprendre le comportement de ce que nous appelons la communauté internationale face à la crise haïtienne. Et voyez-vous, les 3 institutions étrangères et partenaires de cette action n'ont pas été choisies par hasard. C'est vrai, à cause de leur histoire de relations avec nous comme université, on est dans une dynamique d'échange depuis quelques années, à cause aussi de leur spécialité, de leur bassin d'expertise sur la maîtrise de ces dossiers, de ce genre de problématiques, mais aussi à cause de leur territoire d'appartenance. Pourquoi territoire d'appartenance? Mais Washington, mes amis. Washington, pour des raisons évidentes. Les Haïtiens ont du mal à comprendre souvent ce que veut Washington. Quand les Américains nous disent qu'ils veulent une Haitian-led solution, une solution à l'haïtienne, est-ce qu'ils laissent faire vraiment? Et d'aucuns, parmi les personnes qu'on a rencontrées, sont persuadés qu'un coup de fil d'un responsable de haut niveau aux personnes qu'il faut suffirait à nous sortir de cette impasse politique. Comme l'a fait, par exemple, le tweet du BNU. Une autre raison est avec un dialogue. Le dialogue partenaire de Quisqueya dans une opération importante et innovatrice, c'est le montage d'un think tank qui est en marche depuis 2 ans, mais avec l'aide de la Fondation Kellogg pour l'instant, mais qui annonce quoi? Qui annonce la création d'un institut d'études de politique publique en Haïti. Pourquoi? Ben, c'est simplement dans la perspective de contribuer à construire un bassin de compétences et aussi le point de départ d'une culture de formulation de politique publique autonome pour qu'on soit dans ce domaine moins dépendant des bailleurs de fonds internationaux qui font la politique publique par défaut à travers les projets. Tout ce qui se fait en Haïti, maintenant dans l'État, en grande partie, c'est sous la forme de projets de différentes agences. Et souvent, le pilotage, la conception et le pilotage sont plus sous contrôle du partenaire que de nous. Parce que pourquoi? Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, c'est parce que nous avons un déficit de capacité de proposition pour dire en toute autonomie, en toute indépendance ce qu'il nous faut. Donc, il faut travailler à combler ce déficit de capacité en termes de formulation, de conduite et d'évaluation de politique. C'est le rôle de cet institut auquel nous travaillons depuis 2 ans. Maintenant, le Canada. Évidemment, le Canada, puisqu'il a été invité par le grand frère à prendre le leadership d'une force internationale non onusienne. On sait pourquoi non onusienne, en réponse à la demande du Premier ministre haïtien. Et cette question a été bien traitée dans un panel avec l'intervention de Stéphane, que j'ai bien aimé, le dilemme canadien qu'on avait posé, mais lui-même annonce les dilemmes canadiens. Plusieurs dilemmes coincés entre cette demande du grand frère, auquel on voulait faire plaisir, mais aussi la complexité du cas haïtien, hein, l'expérience, la leçon de l'expérience des interventions étrangères en Haïti. Et c'est une prudence qu'on peut comprendre de la part du Canada. Et donc, dilemme que j'ai bien aimé voir traité dans cet excellent panel et qui a été, je dirais, modéré avec une expertise magistrale et par notre collègue et ami Michael J. Le Mexique. Pourquoi le Mexique? Bon. Le Mexique est à l'origine, c'est vrai, de la première résolution qui a été déposée devant le Conseil de sécurité, d'ailleurs, comme co-auteur des États-Unis. Voici surtout le Collège de Mexico, qui est une organisation de recherche reconnue, respectable et respectée au niveau, et qui a un bassin d'expertise de compétences mobilisé déjà sur les questions de sécurité, à partir de son propre cas de figure comme pays, mais aussi au niveau de la région. Et aussi, je dirais, à cause de son histoire de coopération avec Haïti, avec l'UEH, en grande partie, et aussi un petit peu avec Quisqueya. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix-là. Conférence internationale
sur l'insécurité dans le cadre d'un consortium étranger, mais aussi haïtien. Le cœur du consortium, ce sont les UPR. 10 UPR. Je dois dire que nous avons un lien de type d'ADN avec les UPR, parce que le fondateur des UPR est aussi le fondateur de Kiskia, Jacques-Edouard Alexis. Et depuis lors, nous avons entretenu une sorte de complicité. On partage de professeurs, on partage de programmes, on organise la mobilité étudiante. Elles sont publiques ou sont privées? Eh bien, la connaissance scientifique n'a pas de territoire, n'a pas de patrie, n'a pas de nationalité, n'a pas de statut public privé. Donc, nous sommes bien contents de cet effort de mutualisation, mais aussi, c'est surtout pour porter la question de l'insécurité à l'échelle vraiment nationale. Quel est le meilleur porteur? C'est les départements. Les UPR sont bien ancrés au Cap haïtien, à Jamel, à Jérémie, etc. Donc, nous allons sortir de cette façon de la République bananière de Port-au-Prince pour mettre le pied au cœur de la vraie Haïti. Donc, c'est en ce sens que les interactions que nous avons eues avec tous les recteurs, sur la coordination du professeur Narcisse, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, ont été déterminantes dans le profilage, dans l'organisation de cette conversation. Nous sommes conscients que c'est un sujet difficile. La question de la sécurité n'est pas une question de tout le monde. D'abord, c'est une question fondamentalement régalienne. C'est le rôle de l'État, ce n'est pas notre affaire. On nous reproche même de devoir en parler en public. Et je dois vous avouer les réticences que les représentants des forces publiques ont manifestées pour participer à ce forum. Vous dites, recteur, nous sommes conscients que c'est une question importante. On est bien heureux que les universités puissent prendre cette question en capture. On a besoin de ça. Mais nous n'allons pas parler en public. Et je laisse c'est sur mon insistance, je dirais par respect pour l'université, par courtoisie et élégance, que les deux responsables, que le responsable de la PNH, avec le professeur Aurelius, et que le commandant en chef lui-même des forces armées d'Haïti sont venus prêter main forte à cet effort de compréhension, parce qu'ils savent que c'est un problème de société qui ne concerne pas uniquement leurs propres institutions, mais aussi on a besoin d'un effort collectif, d'une mobilisation citoyenne nationale complète. Donc, ils n'ont pas tout dit. Vous avez été témoins de leur frugalité de langage. Le minimum. J'ai bien aimé France Duval dans ce panel qui essaie de tirer les verres du nez. Impossible. Impossible. Donc, mais peut-être qu'un peu plus tard, dans un autre contexte que je vais décrire tout à l'heure, on pourra approfondir la conversation. Donc, ensuite, autre question, difficulté. Il y a des paroles qui fâchent, évidemment. On ne peut pas parler de sécurité, d'insécurité sans fâcher des personnes dans la société. Et là, j'ai reçu plusieurs appels fâchés, énervés, agacés, et qui me demandent compte. Pourquoi est-ce que je donne la parole à un tel? Pourquoi est-ce qu'un tel a dit quelque chose? C'est comme si on devait filtrer les paroles des experts, comme si je devais déjà demander à chaque intervenant et de nous présenter son PowerPoint ou son texte pour sanctionner, mon Dieu, sanctionner la parole. En Haïti aujourd'hui, en 2023, c'est inimaginable. Donc, on a respecté la pleine liberté de parole de chaque intervenant, évidemment, en leur laissant la responsabilité de la parole. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que j'entends. Donc, nos amis qui sont fâchés d'avoir entendu quelqu'un parler de telle ou telle notion, je suis désolé, c'est comme ça, ça fonctionne. Okay? Maintenant, sur la structure des échanges et les grandes questions, okay? Deux familles de grandes questions. Insécurité, à qui ça a lié? Côté sorti, ça responsable, qui est le monde qui alimente? Donc, la question des causes, des facteurs et aussi des acteurs. Qu'est-ce qui est à la base de cette nouvelle forme de sécurité en Haïti? Pratiquement depuis, allons dire, 2 ou 3 décennies. Quels sont les facteurs à prendre en compte? Quelles sont les différentes manifestations? Qui sont les différents groupes d'acteurs impliqués dans la chaîne? Les auteurs eux-mêmes, les gangs armés, les bénéficiaires, il y en a qui profitent, les protecteurs, les sponsors, ceux qui financent. Autre question, comment aussi garantir une justice équitable à tous les citoyens? Faire des élections, dans quel contexte? Quel rapport avec l'international? Notamment notre insertion dans la spirale de la communauté internationale. C'est tout ça, les sujets qui sont liés au domaine, cause, facteurs et acteurs. Maintenant, quel impact sur la vie? Les droits humains, les femmes et les enfants en particulier. On a essayé de le faire dans le panel animé par notre ami Peggy Flore.
Et, et, et c'était pour montrer le risque auquel fait face la société haïtienne aujourd'hui de voir la violence contre les femmes et contre les filles devenir un fait divers. On a tellement vu de cas de ce genre, qu'on a tellement souffert, on se familiarise, on s'adapte à ça. Impact sur l'économie aussi, parce qu'il y a, figurez-vous, il y a en germination aujourd'hui dans le pays une nouvelle économie, qui est l'économie de l'insécurité. On n'a pas eu le temps d'approfondir ça, mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Il y a une économie d'insécurité. Pourquoi? Parce que tout le monde s'adapte. Tout le monde essaie de vivre avec l'insécurité chez nous comme étant un phénomène installé pour la longue durée. On doit vivre avec ça. Donc, on se procure, ceux qui le peuvent, très peu nombreux, des voitures blindées, des agents de sécurité. On change nos horaires de travail. Mais aussi, plusieurs pas parce que ce martyr s'est enfermé depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Des circuits, d'autres circuits de communication. On met en place un système de transport par bateau qui coûte très cher. Et pour faire transporter les marchandises, pour traverser Canaan, pour les envoyer en province, il y a des négociations qui sont faites avec les gangs, avec la police. Donc, on est en train de construire une économie de l'insécurité qui a ses fournisseurs, qui a ses clients, les gangs, qui a ses produits, les services qu'on donne de protection. Et ça, c'est un danger pour Haïti parce que les intérêts qui sont construits ici tendent à stabiliser cette forme d'économie. C'est le même modèle pour la transcriminalité, c'est la criminalité transnationale, comme on l'a montré dans les différents rapports, notamment celui de Robert Mugabe. C'est que pendant que Haïti est un enfer pour les Haïtiens, mais c'est un paradis pour les bandits, pour les criminels transnationaux, parce qu'on a besoin d'un État faible, on a besoin d'institutions haïtiennes faibles, on a besoin d'une police, d'une douane impuissante, on a besoin d'une police frontalière inexistante, on a besoin de gardes-côtes sans moyens pour que l'or puisse circuler. N'est-ce pas? Donc, c'est cette dynamique-là qu'on a voulu traiter. Maintenant, quelle réponse? Comment faire face? D'autres questions qu'on pose. Comment faire face? Évidemment, ça nous oblige à regarder d'abord du côté haïtien. Quelle réponse haïtienne? Il faut aller voir l'état des forces de sécurité. Quelles sont-elles? Ce qu'on a, la police, l'armée ignorait les projets de coopération internationale. Tout le monde met le focus sur l'armée et sur la PNH. Mais comme l'a dit Ashley, mais cette police-là est née de l'armée. Et j'étais fusionné toutes les deux. On a séparé un morceau et puis on a pris un morceau chéri pendant qu'on ignore l'autre. Maintenant qu'on fait face aujourd'hui à une situation qui, plus que jamais, exige la présence d'une armée, comme l'aurait fait n'importe quel pays qui serait confronté à des actes de terrorisme de cette ampleur. Imaginez une bonne partie de la capitale, Washington, n'est-ce pas, Ottawa ou Paris, Mexico, prise en charge par des bandits armés qui sont plus puissants que la police. L'armée serait restée impotente? Non. Alors, cette question fâche aussi, mais il faut la poser. Okay? Donc, réponse du côté haïtien. Mais dans la réponse du côté haïtien, on a dû inviter aussi un phénomène nouveau et qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup, je dirais, de sens de responsabilité, sans donner dans le populisme facile. C'est le phénomène du bois calé. Alors, qui a été traité par Prosper, Thérèse et Jacques Létan. La réponse du bois calé, c'est une réponse qu'on peut comprendre, elle est compréhensible. Elle traduit l'incapacité du système judiciaire actuel, tel qui a été démontré par Bernard Gousse, déjà dans le premier panel, qui fait déjà état des difficultés qu'on a, que ce soit en termes de moyens, de ressources, en termes de personnel, mais aussi de cadre normatif. La législation haïtienne est inadaptée à ce genre de situation. Donc, on comprend que face à l'impotence des pouvoirs publics pour garantir ce droit régalien fondamental que la protection de chaque citoyen, que la population elle-même, livrée à elle-même, n'est pas d'autre choix. D'abord, comme l'a invité notre collègue, notre cher ami, la ministre de la Justice, défendez-vous vous-même. Mais pendant que ça fonctionne comme ça, elle est le reflet aussi, comment dirais-je, du constat d'une incapacité, pas seulement du système judiciaire, comme le dit Aimé, c'est que presque tout est à la carte dans ce pays. La justice est à la carte, l'éducation est à la carte, la protection du citoyen, la sécurité aussi est à la carte.
Donc, on n'a pas d'autre choix. Ça, on peut comprendre ça. Et donc, l'impunité a créé un climat favorable pour l'émergence du phénomène. Mais en même temps, c'est un danger énorme pour le pays. C'est un danger énorme pour l'État de droit parce que ça nous remet à des milliers d'années en arrière où c'est une justice privée pas organisée, comme le serait l'arbitrage, par exemple. C'est une justice privée qui nous ramène à la notion chacun pour soi. On fait de la justice pour soi. Donc, ça veut dire que c'est la manifestation de l'effondrement d'un système organisé de société, donc de l'État de droit. Alors, on suggère d'aller chercher des inspirations côté d'autres pays qui ont connu des drames similaires et qui s'en sont sortis. C'est le cas du Rwanda et de Côte d'Ivoire. Et on a la nécessité de faire appel à des compétences haïtiennes pour aider. Aussi, ce sont des voies à prendre en considération. Maintenant, pour expliquer tout ça, plusieurs notions ont été mises sur la table. Je ne vais pas reprendre l'explication sur l'héritage colonial, hein, et l'économie une culture d'économie de prédation, n'est-ce pas? Et la question de l'indépendance épistémique des universités et des écoles, la question de la justice dysfonctionnelle abordée par Bernard Diop et Jacques Létang, dans la législation, dans la société personnelle. Et donc, tout ça a été dit, l'effritement du tissu social, etc. Maintenant, c'est quoi faire? C'est la question que je nous pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rends compte que tout le monde, y compris le Premier ministre lui-même, était d'accord pour admettre que la solution doit être multidimensionnelle. Parce que nous avons affaire à un problème de la même catégorie. Donc, c'est une approche absolument incontournable. Beaucoup étaient aussi d'accord pour dire que le rétablissement d'un minimum de sécurité publique est une priorité indispensable à toute chose, hein, à la conduite des affaires de l'État. Puisque plusieurs ministres ont été délogés de chez eux. Ils sont dans des hôtels privés de la maison qu'ils ont mis 10, 15, 20 ans à construire. Comme c'est dizaines de milliers de familles de Martissants qui ont été délogées chez eux. Donc, il faut rétablir la vie. Il faut rétablir les écoles, le fonctionnement, il faut rétablir le fonctionnement des hôpitaux, le transport public. Des dizaines de milliers d'agriculteurs sont en train de basculer dans la faim, faute de pouvoir faire arriver sur les marchés la production qu'ils ont mis tant de peine à générer avec un labeur, que vous savez, difficile. Alors, c'est la condition minimale, n'est-ce pas, et pour tout le monde, et on le sait, condition minimale, compte tenu des faiblesses de la PNH et des forces d'armée d'Haïti. Mme Bressol propose 3 scénarios intéressants. D'abord, sans intervention internationale, en renforçant la coordination entre la police et les forces d'armée d'Haïti, ceux dont on parle, mais qu'on peine à faire. Donc, renforçant la coordination entre les forces de sécurité et le mouvement Boakale, en consacrant ce qu'il appelle l'encadrement du Boakale par les DFH. C'est une option. Une deuxième option, avec assistance étrangère, soit sous la forme d'une force de dissuasion qui encadrerait les zones de repli des gangs et appuierait les actions de la PNH et des forces armées d'Haïti pour les déloger et les appréhender. En même temps, l'international pourrait aider la PNH à relancer la dépuration et la modernisation de la PNH, car à la longue, on ne peut pas laisser la sécurité du pays à l'international, pour répéter Marion Desson. Troisième option, un replay de la MINUSTA, c'est-à-dire une grande intervention militaire étrangère pour prendre en charge la sécurité du pays de façon temporaire. Mais on rentre aujourd'hui, pour 2 ans, on ne sait pas quand on sort, avec les dégâts que ça peut causer. Ashley va plus loin, Ashley dit lui-même, il a fait un plaidoyer pour réhabilitation de l'armée, dont l'existence actuelle est consacrée par la Constitution haïtienne. Si on veut rester dans le cadre de la Constitution, les autorités doivent admettre l'existence d'une armée et se rappeler que l'armée, même si c'était le symbole des coups d'État autrefois, c'est l'argument qu'on prend, mais peut jouer un nouveau rôle aujourd'hui, un rôle économique, comme il dit. La protection de l'environnement, la reforestation qui est un besoin fondamental, la protection du patrimoine culturel,
donner des emplois aux jeunes, une éducation citoyenne accélérée, mais aussi donner le sens de la hiérarchie, du respect des codes. Il y a une tenue, il y a un comportement d'un militaire qui a été formé dans la société. C'est aussi un modèle de citoyen de tous les pays du monde. Alors, c'est comme ça qu'on a posé la question qui fâche. On a des matériaux sur la table pour faire avancer les débats. Et comment dirais-je? Maintenant, la question est aussi politique. On n'a peut-être pas dit assez, mais l'insécurité actuelle n'est pas seulement un problème technique ou logistique, c'est un problème politique. Elle a pris naissance à partir je dirais, de comportements de politiciens dans le pouvoir comme dans l'opposition. Et donc, il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir, d'où la nécessité d'aborder notre question, puisqu'on nous fait comprendre. C'est pour ça qu'on a mis ce panel sur l'insécurité, sur faire des élections en contexte d'insécurité, parce que pour sortir de l'insécurité actuelle, vraiment, ce n'est pas en comptant sur les forces de police et sur l'armée qu'on va s'en sortir. On va tourner en rond pendant qu'on vient d'avoir 2 ans. On va passer 2 autres années encore de transition, et puis 2 autres. On aura donc un gouvernement de facto à vie jusqu'à son meilleur. Donc, ce sont des élections, disent certains, c'était la thèse d'une grande partie de Mathias notamment, qui dit qu'il y a une dialectique entre les élections et l'insécurité. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le dire. Une dialectique entre les élections. Plus que les élections peuvent, la mise en branle d'un processus électoral peut encourager un plus grand effort de tous les acteurs pour une plus grande sécurité, qui est en même temps une condition pour que les élections puissent avoir lieu. Et le colonel Rébu dit qu'on ne peut pas avoir d'élection dans ces conditions-là. Donc, c'est encore une question difficile. On n'a pas pu approfondir aujourd'hui, mais j'ai voulu mettre cette question sur la table parce que ça va être le débat des prochains jours, puisqu'on annonce la formation de conseil électoral. Il semble qu'il est temps que ce conseil soit mis en place en catimini, un peu en cachette, sur la base de négociations implicites, qui ne sont pas transparentes. Alors que la Constitution, ce qu'il en reste, donne la voie. Pourquoi ne pas suivre cette voie? Pourquoi ne pas en faire une chose transparente? Et comme le disait notre dernier interlocuteur, Krippen, c'est que pour que les élections puissent avoir lieu, on a besoin de beaucoup de choses dans la société. On a besoin d'une acceptation des élections par les différents acteurs. Il faut un complot entre les différents groupes d'acteurs, politiques, privés, société civile, secteur politique, pour se mettre d'accord qu'il faut aller vers les élections. On ne peut pas le faire dans la zizanie, le chien, de laisser frapper. Okay? Donc, j'ai voulu mettre cette question sur la table, sachant qu'on n'a pas épuisé. Il y a de quoi faire encore d'autres conférences, d'autres rencontres là-dessus. Et maintenant, on a fait cet exercice sous la forme de 11 panels. Nos amis à Ottawa, au Mexique et à Washington nous ont dit, Jackie, c'est de la plus folie. C'est vrai, c'est de la folie, c'est fou. D'abord, on a accéléré la préparation parce qu'à partir de juillet, beaucoup de collègues sont en vacances. Donc, je leur dis que malgré un temps de préparation insuffisant pour faire une telle action, on s'est lancé parce que la question, on leur a dit, chers amis, je vous comprends, on a besoin de plus de temps, mais les Haïtiens ne peuvent pas attendre. Le niveau d'insécurité qui est en train de détruire le tissu social ne peut pas attendre que les universitaires prennent le temps qu'il faut pour bien faire les choses. On peut le faire à mal, ce n'est pas grave, mais on le fera quand même et on mettra une machine en place. Donc, on a fait 11 panels, il y a des matériaux pour faire 11 conférences indépendantes avec la même densité. Et en ce sens-là, je dois m'excuser par rapport à ce que j'ai demandé comme effort à l'équipe d'organisation, tant à nos amis étrangers qu'à l'équipe nationale. Je vais dire. Maintenant, suivi de la conférence, quoi faire? Bien, il y a plusieurs idées qui émergent déjà. Parmi les auteurs, même si on sait qu'on a besoin, il y a des réponses qui doivent venir de l'intérieur, à l'interne du pays, les autorités actuelles, qui doivent créer les conditions d'un véritable dialogue. On ne peut pas continuer à tourner en rond en faisant des simulacres de dialogue. On parle pour ne pas parler. Okay? Et on fait tourner en rond, on passe le temps et le pays se meurt. Mais aussi à l'international. Et quand j'évoque la notion de communauté internationale, je me fais interroger, peut-être à juste titre.
Parce que comme dit Ricardo, il n'y a pas de communauté internationale. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec tous ces amis des Nations Unies? D'abord, regardez même le fonctionnement du Conseil de sécurité avec 5 ressources, 5 partenaires qui sont incapables de se mettre d'accord sur une décision à cause des lois de veto consacrées aux 5 grands nègres de la planète. Okay? Donc, on parle plutôt, il suffit de parler d'assistance internationale et il faut une dynamique à la fois bilatérale et multilatérale. Il faut privilégier quand même le bilatéral. Allons vers le bilatéral. D'autres voient, mais on ne comprend pas les hésitations des Nations Unies. On ne comprend pas la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. On ne sait même pas qui est en charge à Washington de la politique envers Haïti. Et beaucoup de collègues, on l'a dit ici, pensent que les États-Unis ont le pouvoir, la capacité, les moyens pour encadrer une négociation internationale robuste, pour amener les acteurs à faire la décision qu'il faut. Et en profitant même de cet momentum. Il y a un momentum fragile, c'est vrai, un momentum fragile créé dans la foulée de la réunion de Kingston. Même si on pense que c'est un échec, on ne peut pas le dire comme ça. On peut dire que ça n'a pas encore fonctionné. Donc, on continue de parler, on continue les discussions. Donc, les semaines prochaines vont être critiques. Les États-Unis sont en mesure de profiter de ce momentum pour mettre les acteurs et ses partenaires étrangers dans la situation de trouver une solution rapide, mais en clarifiant ce qu'ils veulent. On ne sait pas. Même, je ne pense pas que les dirigeants haïtiens savent ce que veulent le partenaire américain. Pourquoi pas un fast-track confirmation, comme dit Georges, pour US ambassador to Haiti? Pourquoi pas une voie rapide, n'est-ce pas, pour nommer un ambassadeur à Haïti? On se met d'accord, c'est une priorité. On fait ce qu'il faut pour ça. Pourquoi pas, comme il le propose encore, nommer Haiti Policy Coordinator? C'est une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de monsieur Foot, et un coordinateur des politiques vis-à-vis d'Haïti, et qui aurait pu faire la mobilisation, peut-être au niveau régional, mais aussi au moins clarifier la position, la posture des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Donc, on peut suivre le Kingston et prendre le relais de cette première conversation demi-échec, demi-succès, en cherchant à promouvoir une réponse de type opération Sud-Sud, qui pourrait impliquer le Brésil, pourquoi pas, et comme moteur, peut-être aussi en lien avec la dynamique CARICOM-Canada, qui a déjà été amorcée. C'est une dynamique intéressante à suivre. Mais du côté interne, pour que ça fonctionne, il faut, avant même les élections, dans la préparation de la négociation, prévoir ce que dit Ricardo, un pacte de liberté, de garantie démocratique, et accepter des ouvertures, par exemple, une transition plus courte. Pourquoi faire durer la transition? Et un recours vers le vote électronique. Ce sont aussi des choses qui sont dans le débat. Alors, voici un peu ce qui sort de ma compréhension, parce que j'ai suivi plutôt le maximum, l'essentiel de ce qui a été dit. C'est la question what's next? C'est quoi faire dans la suite? Alors, on me pose la question, recteur, vous faites une conférence internationale, vous êtes des universitaires, c'est encore des palabres, c'est du blablabla. Qu'est-ce que vous allez faire pour traduire dans la pratique vos propositions, vos recommandations? Quelle capacité avez-vous pour faire implémenter ce que vos experts ont dit? C'est vrai. Nous avons une limite intrinsèque. D'abord un défaut congénital. D'abord, on ne fait même pas ces choses que j'ai fait là. Les colloques, ce sont des colloques pour aider les experts, pour échanger entre eux et pour trouver des réponses à des questions théoriques. Il faut une publication scientifique, des publish for not perish, c'est ça? Ils publient pour ne pas périr, ça s'arrête là. Le chercheur n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer après sa publication, après sa recherche. Il fait une publication, il est cité dans la revue scientifique, il est content. Il n'a pas besoin de savoir si la société va mourir. Nous, on va plus loin. On prend le relais de la démarche scientifique, de la proposition du chercheur, on se dit, mais en quoi ça peut servir au bonheur des gens? Donc, on met ça sur la scène publique. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Avec les limites que ça. Si ça marche, ça marche. S'il y a des résistances, bon, que les acteurs sociaux, parce que nous ne sommes pas seuls, prennent le relais. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans un mouvement, c'est le mot. Nous sommes dans un mouvement, nous sommes dans une démarche de mobilisation aussi. Il faut la mettre.
Nous sommes en train de mobiliser les citoyens et dans une sorte de résistance face à un État faible, mais qui n'est pas de type Bois-Calais, qui est le type de l'ordre de la pensée, qui est le type de l'ordre de la responsabilité sociale universitaire. Elle vise quoi? Deux choses. D'abord, influencer l'État. Beaucoup de personnes, parmi les spécialistes que nous avons rencontrés, n'arrêtent pas de nous dire, recteur, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, dans l'État où nous sommes, les autorités haïtiennes ont la capacité de trouver les moyens à l'intérieur du pays pour commencer à faire les premiers pas et mettre les gangs en déroute. Que l'insécurité n'est pas d'abord et uniquement un problème technique, c'est un problème politique. Si l'État ici accepte de mobiliser ce qu'il a comme ressources, parce que j'entends dire qu'il y a des milliards aux affaires sociales, qu'on fait beaucoup d'aide humanitaire. Les Haïtiens préfèrent ne pas manger. On n'a pas besoin de nourriture, on a besoin de sécurité, de conditions pour vivre. C'est ce qu'on est d'accord pour passer quelques jours encore dans la fête, c'est notre quotidien, pour que les pouvoirs publics mettent ce qu'ils ont comme ressources aux mains de la police nationale et de l'armée d'Haïti pour que de manière organisée, frontale, systématique, régulière, sans point souffle, mettre les gangs en retrait. C'est à notre portée. Donc, cette mobilisation, c'est dans le sens, je la mets, où nous, universitaires, mettons la pression face au public et en acceptant de payer ma témoin, le thème de sa galanterie, avait accepté de venir ici, avec les risques que ça prend pour lui de mettre les pieds dans un espace universitaire. Lui-même est universitaire. Okay? Donc, l'idée, c'est d'avoir une mobilisation citoyenne pour amener les autorités à prendre plus au sérieux le sentiment de leur responsabilité première pour trouver une réponse rapide. Deuxième objectif de cette mobilisation par rapport à l'international aussi, pour leur dire, messieurs, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de nous faire tourner en rond, parce que nous savons que lorsque vous dites qu'il faut d'abord une solution haïtienne, qu'il faut d'abord un dialogue haïtien, que si vous le voulez vraiment, vous pouvez le forcer. Vous êtes en mesure de nous amener à faire ce dialogue en mettant en place, en nous encadrant des moyens robustes pour le faire. N'est-ce pas un tweet du BINU qui a nommé le Premier ministre? Et dans l'ignorance de tout ce que dit la Constitution, qui ce qui avait produit des recommandations? On a fait appel à un groupe d'experts indépendants qui il y avait notre doyen de droit sévère, quelques membres de la chaire sur la Constitution, mais on a pris des personnes externes pour leur demander une legal opinion, une opinion légale sur la vacance présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a partagé abondamment cette formule avec les politiciens qui aurait pu donner une voie de sortie à une transition organisée et plus efficace et plus sereine. Bon, maintenant, on doit dire à l'international, arrêtez de faire tourner. Nous sommes capables de nous mettre ensemble, de nous asseoir. Nous sommes capables d'expliciter nos besoins, nos problèmes et même de donner des voies de réponse. Paraît-il que vous n'êtes pas satisfait des réponses de l'État. Et alors, l'université vient à la rescousse. On vient vous amener ce qu'on peut mobiliser, pas seulement chez nous, chez vous aussi, d'expertise solidaire vis-à-vis de la cause humaine, des expertises de générosité pour dire nous sommes prêts à nous mettre au travail sous la forme d'un comité de suivi pour faire des recommandations opérationnelles détaillées à l'endroit du gouvernement, de notre gouvernement et à l'endroit de la communauté internationale. Okay? Donc, à la fois pour influencer l'État et influencer les partenaires internationaux. Donc, voici donc le sens de cet exercice aujourd'hui. Donc, le mouvement va continuer sous deux formes. Un comité de suivi qui va faire ce que j'ai dit là. Se mettre au travail, élaborer des recommandations plus fines pour faciliter le passage, je dirais, de la connaissance scientifique théorique à la proposition opérationnelle pratique pour faciliter l'implémentation. On va aussi continuer la mobilisation à l'échelle locale avec les supérieurs. Ce n'est pas seulement pour faire comprendre, expliquer, analyser, non. C'est pour continuer à agrandir le spectre de cette mobilisation en prenant à témoin les acteurs, cette fois-ci les 10 départements, pour que les autorités se ressaisissent et admettent l'urgence de mobiliser les faibles moyens à leur disposition pour donner la voie à la réponse qu'il faut à la lutte contre la sécurité. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le relais des UPR, j'étais très content dans le cadre de cette conférence de rencontrer le Premier ministre lui-même,
à qui j'ai exposé face à face l'idée de cette conférence, qu'il a approuvé. L'université elle-même, il a dit, bon, écoute, recteur, je suis bien content que vous fassiez cette démarche, mais aussi, je pense aussi qu'il est temps que l'université se redresse. Il faut un effort plus systématique et plus large de refondation du système universitaire. Là, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Nous n'avons peut-être pas le temps de le faire, mais il peut donner les premiers signaux. Et comme de fait, quand je dis que les supérieurs vont prendre le relais de cette conversation sous la forme de 10 ateliers départementaux, qu'on voulait le faire sous forme hybride, non seulement présentielle, faire venir les jeunes, les étudiants, les professionnels, les citoyens dans leur campus, mais aussi exposer au monde entier les débats, comme on le fait ici, là, sous la forme d'une ressource virtuelle. Mais pour cela, il faut qu'ils aient accès à une véritable infrastructure technologique Internet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a négocié avec la compagnie Starlink qui permet d'avoir l'Internet abondamment, mais on ne peut pas, nous, on peut pas le financer nous-mêmes. On a besoin nous aussi. On n'a pas fait la demande pour nous. On a fait la demande pour les 10 supérieurs et le Premier ministre m'a donné l'assurance qu'il va faire le suivi pour permettre aux supérieurs d'être dotés d'antennes satellites Starlink pour pouvoir réaliser cette mission-là. Nous sommes sur une voie intéressante. Alors, voici un peu ce qu'on a voulu faire et partager avec vous. Ce n'est pas fini. Beaucoup des questions qu'on a prises là, on va les prendre après sous d'autres formes, avec des réunions plus pointues, plus systématiques, plus fermées, plus centrées, avec l'idée de faire des propositions. Et je termine en remerciant vraiment, je ne sais pas quoi dire pour les panélistes qui, en un temps si réduit, un délai très bref, on puisse s'organiser, travailler intensément pour nous donner cette qualité de prestation. Vraiment, mes compliments aux 52 intervenants, panélistes et modérateurs. Le modérateur qui a une tâche importante, le modérateur doit tout de suite comprendre la problématique dans laquelle il est embarqué. Hein? Donc, aller tout lire, hein? Interagir avec chaque panéliste de son panel et comprendre le bio, présenter, faire des synthèses. C'est beaucoup de travail, ça. Donc, remerciements à vous tous. Remerciements aussi au Premier ministre d'avoir fait la galanterie de nous assister, de s'être montré intéressé à cette question et comme universitaire respecté qu'il est, de se proposer de nous accompagner pour la suite des événements. Et remerciements aussi à Mme Mylène Maniga, présidente du Haut Conseil, qui a été présente aussi dans notre lancement, et parce qu'elle a compris que contrairement à la France, on n'était pas en compétition avec le Forum du Haut Conseil. C'est vrai que Kiskia, au début, depuis le mois de décembre, on en parle. Kiskia avait cherché à le faire avec l'État haïtien. On a fait les premières démarches pour initier cette conversation parce qu'on voulait faire une conférence nationale. Bon, pour différentes raisons sur lesquelles il n'est pas la peine de revenir, le Haut Conseil a fait son forum et on continue en continuité avec le Haut Conseil, avec l'État, pour mettre cette question sur l'État parce que la question de la sécurité n'est pas la propriété de l'État. Donc, les événements ont montré qu'on ne peut pas laisser l'État uniquement en charge de ça. D'où cette mobilisation. Bois-Calais d'un côté, nous, universitaires de l'autre côté. Donc, ce n'est pas redondant ce qu'on fait. On est dans la continuité du beau travail fait par le Haut Conseil et nos propositions vont aller trouver le Haut Conseil comme le Premier ministre. Et un remerciement spécial maintenant pour mes collègues, mes amis, partenaires, donc les UPR, que vous travaillez avec nous, l'Université d'Ottawa, avec le recteur Jacques Frémont, on a fait un premier scénario, une série de discussions en compagnie de Michael Jean, et on a fait vraiment les premiers éléments du complot. Il a été à l'origine de ce complot, il est dans la mouvance du complot jusqu'à la fin. Et pour les jeunes de Mexico, qui malgré le délai tardif, s'est mobilisé, nous accompagner à tout moment, des échanges intenses pendant 2 mois, et qui va être présent avec nous à suivre le relais. Et le Mexique est déjà un partenaire, puisque j'ai compris que le Mexique a une tradition de formation pour les officiers de l'armée d'Haïti. L'un des rares pays, d'ailleurs, pays a accepté l'armée d'Haïti comme partenaire de coopération. Et maintenant, il paraît qu'il faut faire la même chose avec la PNH. Donc, c'est un ami. Donc, le Mexique est un invité d'honneur. OK? Donc, merci à nos collègues mexicains. Merci en particulier avec International Dialogue, qui est un partenaire privilégié de choix, et Georges Fauriol notamment, et Peter Hakim, et qui sont des gars d'une grande qualité humaine, d'une connaissance approfondie des questions de relations internationales, d'une maîtrise des questions de la médiation des Caraïbes, et puis une grande ouverture, une générosité sur Haïti. Et donc, merci à vous tous. Enfin, merci à mon équipe
du secrétaire technique. Et moi, j'ai passé plusieurs nuits sans jamais visiter la chambre, et debout là, dans la salle de conférence. C'est la même chose pour Clifford, pour Gaël, et pour Sibyl, pour Franklin, pour Marc Prou, et pour Stevens, pour qui est-ce que j'oublie encore, et toute l'équipe du secrétaire technique. Carl Philippe. Carl Philippe, effectivement. Et puis, les jeunes qui l'ont mobilisé de ce côté, il y a une force occulte aussi qui travaille avec nous, que je n'ai pas besoin de mentionner. Tout ça a été possible grâce à de nombreuses heures de travail, de jour comme de nuit. Et on fait ça dans un moment d'incertitude pour Quisqueya parce qu'on n'a pas d'argent pour continuer à fonctionner. On ne peut pas faire de payroll. On n'est pas financé par l'État. D'abord, qui ignore nos demandes de SOS. Ce même État qui nous doit de l'argent, l'État nous doit de l'argent pour les études qui sont financées à Quisqueya qui refusent de payer encore. L'État est inaudible à nos cris. L'étranger, évidemment, n'a pas l'habitude de financer l'université parce que les Haïtiens ne méritent pas d'être universitaires. On donne du soutien à l'éducation de base, à la nourriture de base, aux soins humanitaires, mais pas la connaissance. On n'est pas encore venu pour ça. Donc, malgré cette incertitude sur notre existence, je suis content que sans paiement, sans rémunération et sans financement. Ça veut dire que cette conférence a lieu sans financement. On n'a pas un sou de qui que ce soit. Okay? Sans financement, avec le bénévolat de tout le monde, de tous les partenaires étrangers, de tous les amis, les intervenants, les panélistes, ceux qui travaillent. Merci à tout le monde, compliment. Donc, le rendez-vous est dans la suite, dans le mécanisme de suivi et dans le relais des supérieurs. Merci à vous tous, compliments, et excusez ma longueur de parole. Voilà, je termine. Merci aux médias, pardon, merci aux médias, excusez-moi, j'allais oublier, pardon, incroyable. Plusieurs médias, en prenant connaissance de cette initiative, ont dit, recteur, on vous soutient. Ne pas demander à être payé. Je n'ai payé à personne. Plusieurs médias se sont mobilisés, ont mis leurs ressources à notre disposition, leurs conseillers à notre disposition et on a assuré le relais parce que c'est une cause commune, c'est une cause haïtienne. Voilà. Voilà. Je finis de parler. J'ai fini. Merci, recteur. Un feu d'artifice pour clôturer la conférence. Donc, vraiment, toutes mes félicitations à M. Voltaire et à M. Lumarque qui ont su, avec brio, et en parfaite complémentarité, mettre l'accent sur les points forts de ces 2 journées de conférence. Ils ont su faire un excellent best-of de la conférence. Je m'associe évidemment aux mots de remerciement du recteur. J'ajouterai les interprètes, évidemment, qui nous ont accompagnés dans les 4 langues et qui ont donné donc cette ouverture à cette conférence. Je vous remercie, cher public. Vous avez été présents et vous avez montré de l'intérêt. Je vous remercie au nom de l'Université Quisqueya et du consortium qui ont porté cette conférence. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.